Bonjour à toutes et à tous. Bon, il y en a qui me connaissent, Édouard, qu'on ne présente plus bien sûr et je vais pas me présenter d'ailleurs. Je vais surtout, présenter, les invités de cette table ronde. Olga Kisileva que vous avez vue, précédemment qui vous a présenté justement une œuvre, donc qui est artiste et maître de conférences, arts et sciences à l'université, Paris-Panthéon-Sorbonne. Jean-Paul Fourmentreau, qui est socio-anthropologue, critique et théoricien de l'art français. Spécialisé dans la question du rapport entre art politique, technologie numérique, et vous êtes professeur à l'université Aix-Marseille. Et Nicolas Rougier, directeur de recherche à l'INRIA Bordeaux, et vous êtes chercheur en IA et en neurosciences computationnelles. Et l'année dernière, on avait eu la chance de vous accueillir aussi sur la première table ronde sur l'intelligence artificielle et la création. Donc, bienvenue, comme on dit. On dit pas ça, hein, bien sûr. Alors, justement, on a vu en introduction avec l'œuvre que vous a présentée Madame Kissileva, la thématique des émotions et de la création, qui sont, 2 thématiques, qui vous regardent au premier chef, étant donné que, vous développez, des, supports, qui sont censés communiquer bien sûr, des narrations, des histoires et forcément les émotions passent, dans, ces supports-là, des films, des jeux vidéo, et autres types de supports et la créativité, tout simplement parce que vous êtes dans une école, créative et que, vous êtes, les créatifs et les créatives de demain. Donc c'est 2 choses qui sont souvent liés à l'intime, au mystérieux, parfois à l'inexplicable et qu'on va tenter de décortiquer, d'analyser, pour découvrir, le lien entre ces 2 univers. Donc que vous soyez plutôt larme au cinéma, frisson devant un tableau ou encore perplexe face, à une fourchette, qui doute de son existence. Vous voyez le petit clin d'œil à Pixar bien sûr, vous êtes au bon endroit. Cœur d'artichaut, ou machine sans affect, installez-vous confortablement et en ouverture, justement, on va, faire un premier tour de table. Heu, alors la présentation de KICC, regarde, Nils est là, elle est super. Donc voilà, elle est très belle. Les invités, c'est bon, c'est fait. Madame Silva, Monsieur Rougier, Monsieur Fourmentreau. Donc en introduction, l'objectif de cette première partie, ce serait tout simplement, de vous donner, la parole les uns après les autres, histoire, tout simplement de faire une ouverture sur cette, thématique, des, émotions, et un lien avec, la création et je vais vous donner, la parole à madame Kisieva pour, justement, aborder cette thématique-là. Bien, merci. Hem, heu, donc on a bien dit que j'ai été artiste, mais souvent on oublie d'ailleurs, moi-même j'oublie, hem, très souvent que, je viens des mathématiques. Au départ, j'ai fait les études de mathématiques et comme vous en êtes déjà aperçu et ce qui va se confirmer de plus en plus, dans notre discussion, mon approche ouais, des émotions et mon approche de beaucoup de choses d'ailleurs, elle est très mathématique. Hem, je pense que, tout, se comprend, tout s'analyse, par le biais de compréhension, par le biais de division en petites, séquences, en petites parties et notamment c'est comme ça que, je suis, arrivée à faire ce grand projet duquel, nous allons parler, à plusieurs reprises aujourd'hui, qui est le projet Eden et qui consiste à, capter, analyser et comprendre et essayer peut-être de s'en servir, des émotions et des communications des arbres. Donc vous voyez, ici je profite pour vous montrer une image comment ça marche, les capteurs qu'on met sur les arbres, ce qui nous permet de, capter les émotions et des communications des arbres et les porter au laboratoire où nous pouvons les analyser, les comprendre à telle mesure que nous pouvons même les retransmettre ensuite vers les arbres ou autres, espèces d'ailleurs qui se trouvent
dans un autre coin de la planète, heu et participer, de cette façon à cette conversation arboréale, heu, à un tout autre niveau, d'émotion et communication avec la nature. Nicolas Rougier, votre perception justement, des émotions, création, mais aussi émotions et sciences, bien sûr, parce qu'elles sont intimement liées au cerveau? Problème de micro. Ah non, faut le mettre tout en haut. Ça c'est rouge. Super. Heu, oui, donc je vous ai mis, une image pour, alors c'est une coupe transversale du cerveau. Alors c'est pas très poétique, mais c'était pour illustrer le fait que les émotions telles qu'on les entend, en fait, ça trouve ses racines dans le cerveau et il y a tout un tas de circuits qui sont mis en branle lorsqu'on ressent une émotion. Alors il y a un centre en particulier qui est très important qu'on appelle l'amygdale. Donc c'est lui qui va envoyer tout un tas de neurotransmetteurs et qui fait que à la fin vous allez ressentir des émotions, alors que ce soit la peur, la colère, donc tout ça, ça va participer enfin, en fait vraiment pas mal de circuits. Et au niveau des neurosciences, les émotions, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que ça va jouer un rôle, fondamental, alors dans le comportement évidemment, mais aussi dans l'apprentissage, par exemple. Lorsque vous allez apprendre, selon l'état émotionnel dans lequel vous êtes, vous allez pas apprendre de la même façon. Donc une idée, très simple, c'est, par exemple, est-ce que vous vous rappelez ce que vous avez mangé hier soir? Normalement, oui, à peu près. Et si je vous demande ce que vous avez mangé il y a 2 semaines, le soir, peut-être que déjà c'est un peu plus nébuleux. Par contre, si vous êtes marié et que je vous demande le repas que vous avez eu le jour de votre mariage, comme c'est un jour qui est marqué, très fortement émotionnellement, là, il y a des chances que vous vous en rappeliez. Donc en fait, ça, c'est un type d'émotion qui va avoir une incidence directement sur l'apprentissage. Et les émotions en général, donc là, c'est un cerveau humain, mais évidemment, c'est tous les animaux qui peuvent avoir des émotions. C'est vraiment quelque chose de très important au niveau, comportemental. Alors aujourd'hui, en neurosciences, on comprend un petit peu une partie des circuits, mais on est très loin de comprendre toutes les émotions. Parce qu'il y a toute une gamme d'émotions. Donc là, j'ai dit la peur, la colère, on va dire, c'est les choses les plus basiques. Mais si on arrive à, je sais pas moi, par exemple, le sentiment de culpabilité qui peut être une émotion, là, ça devient un peu plus nébuleux et compliqué à expliquer. Et toujours par une introduction, Jean-Paul Formentreau, la notion de reconnaissance, faciale par les algorithmes? Exactement. Moi, j'ai l'intention d'essayer de naviguer entre machines de vision, nouvelles machines de vision et notamment intelligence artificielle pour faire le pont avec ceux, que vous avez étudiés l'an dernier et puis la question de la capture des émotions, comment, ces 2 dimensions entrent en dialogue, sachant que concernant la reconnaissance faciale, et ben, il y a une histoire culturelle et technique très, très longue, hein, finalement de codification des émotions ou de catégorisation du visage des individus, par exemple. Du corps, du visage, qu'on a toujours essayé d'interpréter comme des signes. Heu, Depuis l'Antiquité avec la physiognomonie, par exemple, impulsée par Aristote qui a proposé, d'associer traits, physiques et traits moraux. Puis ensuite avec la phrénologie, Franz, Joseph Gall qui associe le relief du crâne avec, le caractère d'un sujet. On a pu appeler ça sémiologie. Puis, bien sûr, plus proche de nous, la photographie, également, avec, Francis Galton, chantre de l'eugénisme, qui ensuite, s'étendra au service d'identification de la police, confié à Alphonse Bertillon, qui va mettre en place l'anthropométrie, une sorte de prémisse d'une politique de la surveillance qui trouve aujourd'hui, certainement, un aboutissement dans les systèmes, enfin un aboutissement, en tout cas un prolongement évident dans les systèmes, d'IA, analytiques et notamment dans la reconnaissance faciale. C'est cette articulation entre machine de vision et capture des émotions que je vais essayer de vous, proposer d'analyser, ici, selon une double logique. La logique finalement de la captation de l'attention à des fins de consommation, d'économie, mais aussi de contrôle ou de, surveillance, puisque l'IA analytique associée à la vision artificielle a en jeu principaux la détection, la reconnaissance et le classement
détection, reconnaissance, classement, on va le voir, mais d'objets, de corps, de lieux, de gestes, de visages, d'émotions, bien entendu. Et elle a aussi des applications problématiques, comme par exemple des applications raciales ou des applications criminalistiques ou de discrimination sociale qui sont intéressantes à questionner. Et je crois que les artistes, en tout cas les artistes contemporains, ceux auxquels je m'intéresse, en tant qu'usagers pionniers de ces nouvelles techniques aussi, ont des choses à apporter, éclairent, l'évolution de ces techniques d'une autre façon, souvent plus réflexive ou critique et c'est vers ce détour par l'art, heu, qui consiste à penser avec par l'art, que je vais vous entraîner, au fil des slides prochaines. Donc le cerveau, le visage et la nature de manière plus étendue, c'est ce à quoi on va naviguer justement, à travers une série de questions, quelques questions qu'on va poser à nos invités et chacune et chacun d'entre elles et eux, à leur manière, vont essayer de vous proposer, justement des angles d'analyse. N'hésitez pas à commencer à réfléchir aux potentielles questions que vous pourriez leur poser à la fin de cette table ronde, bien sûr en rapport avec, votre pratique créative, quelles que soient les sections dans lequel vous êtes. Alors, je vous propose de démarrer, puisque, hop là, la première question, les émotions et perceptions, notamment passage de l'organique à l'artificiel. Comment traduire des émotions dans des environnements artificiels? On est sur cette grande question du passage des émotions qui sont, justement, dans le siège, de notre cerveau jusque à les supports qu'on utilise pour les expliciter, que ce soit la littérature ou le cinéma. D'ailleurs, on vous a mis 2 exemples qui utilisent soit de manière diégétique, la notion d'émotion, puisque dans Matrix, donc des sœurs Wachowski à la fin du XXe siècle, on a carrément, des machines qui vont utiliser, les émotions comme carburant, hein, littéralement. Si vous n'avez pas vu, bon, je divulgâche un petit peu, mais c'est vraiment le propos. Et dans Pleasantville, donc de Gary Ross, les émotions vont être caractérisées dans un film en noir et blanc par des passages ou des, petites touches de couleur en fonction justement, du contexte émotionnel des personnes. C'est un film aussi qu'on vous recommande de regarder parce que là, on est dans une traduction littéralement visuelle du caractère émotionnel des choses et de l'histoire. Et pour, justement pour poursuivre, je vais laisser la parole à madame Kissileva justement sur ce principe du passage de l'organique, à l'artificiel. Je je voulais juste, vous montrer un curieux exemple, qui confirme, mon hypothèse, que les émotions se cachent, pas seulement chez les humains, mais dans des, autres êtres vivants ou même ce qu'on pense être des objets. Ici, sur cette photographie, vous voyez un arbre, qui a 10 millions d'années, qui s'est transformé en état de pierre. La photographie a été faite donc tous ces objets verticaux, ce sont des arbres transformés en pierre et c'est une forêt, de pierre, dans le désert de Turkana, à la frontière entre Kenya, Éthiopie et Soudan, au fin fond d'Afrique. Et vous avez déjà vu ces capteurs, exemples de capteurs, qui nous permettent de voir, ce que ressent l'arbre et ce qu'elle essaie de communiquer. Et nous avons fait un travail sur ces arbres, de plusieurs millions d'années. Et ce qui est intéressant, c'est que le signal très faible a été reçu. Donc, il y a encore, de la vie, il y a encore de l'émotion, dans ces objets qui nous semblent être, des pierres. Donc ensuite pour poursuivre sur toujours cette notion de la translation entre l'organique et l'artificiel et le rôle des émotions, dans ce passage, dans cette, traduction-là, Nicolas Rougier, vous pouvez nous parler alors à travers cette vidéo justement on peut en regarder un petit exemple, rapidement, heu, qui, donc illustre une expérience, sur le biais d'attribution causale, si, je me trompe pas et je vous laisse la parole. C'est ça, oui. Donc ça, c'est un très vieux film qui date de 1944.
4 qui a été fait, comme on peut le voir avec, 3 bouts de ficelle, hein. C'est du stop motion avec, 2 triangles et une boule. Et aussi simple que le film peut être, on arrive à se plonger dans une histoire où on peut commencer à interpréter, ce qu'est le disque, ce que sont les triangles. On peut commencer à imaginer une histoire d'amour et en fait, ça illustre très bien notre capacité d'anthropomorphisme. C'est-à-dire qu'on se projette dans à peu près n'importe quoi et là, c'est le mouvement, qui est des fois qui est plus long, qui est plus rapide. Et on va voir juste à la fin, on peut imaginer que le gros triangle, donc peut-être que c'est le père qui veut pas que sa fille rejoigne son fiancé ou je ne sais quoi. Et à la fin, par le mouvement, on va voir qu'il est en colère. Et en fait, ça illustre le fait qu'il faut vraiment très peu de choses pour susciter cette interprétation et ces émotions. Parce que nous sommes des êtres sociaux et en gros, notre cerveau est fait pour ça, quoi. Donc les émotions servent aussi un rôle, social pour communiquer entre nous et donc ça, c'est effectivement l'expérience qui a voilà, à la fin, il casse tout, il est vraiment en colère. Mais donc il y avait eu un questionnaire, à l'époque pour savoir, qu'est-ce qu'on attribuait comme émotion et c'est assez convergent. Les gens, en dehors de alors là, c'était la même culture, mais vont avoir le la même interprétation. Encore une fois, ça illustre bien là, notre propension à projeter dans l'autre ou dans les objets ou dans à peu près n'importe quoi et ça va jusque en gros, je ne sais pas si vous connaissez les googly eyes? C'est des yeux qu'on peut coller un peu n'importe où et ça marche. Vous les collez n'importe où et immédiatement vous allez voir, un visage et interpréter, une expression. À la fourchette de Pixar, dans le Toy Par exemple. Story 4 par exemple, qui illustre bien. On va en parler d'ailleurs de l'anthropomorphisme ou de la pareidolie parce que c'est aussi une manière qu'a le cerveau d'interpréter tout ça, quoi. Et en plus, on parlera aussi, dans une question de la notion d'abstraction parce que là, on est en pleine abstraction visuelle et qu'il y a pas nécessairement besoin d'être figuratif pour, tout simplement faire ressentir des émotions. Enfin, du moins l'histoire de l'art en parle très bien. Bah, pour poursuivre sur justement la notion d'émotion et de perception des émotions, eh bien les techniques, algorithmiques de reconnaissance faciale, je vous laisse la parole, Jean-Paul Fromentreau à ce propos. Oui, alors là, ce qui m'intéressait, c'était ce passage de l'organique à l'artificiel et associé à la question de la perception. J'avais présenté l'an dernier une œuvre de l'artiste italien activiste Paolo Cirio qui, pour, acte de résistance, à l'implémentation des caméras de vidéosurveillance et de la reconnaissance faciale dans l'espace public, avait proposé de retourner ces caméras contre les agents des forces de l'ordre eux-mêmes en, soumettant leurs, portraits, donc des agents comme, les brigades anticriminalité ou les CRS et cetera, soumis à une application qui visait à identifier, l l'identité finalement de ces personnes. Ce qui avait généré beaucoup d'émotions puisque Gérald Darmanin avait, pris la parole. C'était une œuvre qui avait été réalisée dans l'espace public, mais aussi au sein du Frénois, l'école d'art dans le nord de la France, à Tourcoing. Et il avait, incité l'institution à déprogrammer l'exposition parce qu'il y avait, selon lui, non pas simplement une question de représentation ou de figuration des agents des forces de l'ordre qui est un droit public. On a le droit, hein, même si le texte de loi de sécurité globale avait essayé d'entraver cela, de photographier des agents des forces de l'ordre dans l'espace public. Mais il y voyait une incitation à la délation, et donc ça avait posé problème de ce côté. Mais c'était, en lien avec ce cas, abordé l'an dernier que je me suis intéressé aussi à des tactiques de résistance autres, qui ne sont pas retourner la caméra, vers les surveillants, sous-veiller, mais aussi, pratiquer, la tactique de l'obfuscation ou du camouflage, qui consiste, comme peut-être vous en avez déjà eu l'expérience, de se grimer ou de se maquiller ou de revêtir, parfois aussi des vêtements qui permettent de se rendre invisible, à la surveillance et à la détection, des caméras. Donc c'est une façon aussi, pour l'organique, le corps physique, de jouer ou de s'auto-appliquer ce langage artificiel pour tromper, finalement les machines, hein. En général, on vous demande, les captcha, le font, sans arrêt, de prouver que vous êtes bien un humain. Ici, il s'agit au contraire, de se rendre, indétectable comme humain et surtout, non identifiable par ces machines, de, surveillance. Donc essayer de faire en sorte qu'aucune émotion ne transparaisse ou qu'aucun trait, de singularité ne transparaisse et ne soit interprétable par les machines. Et d'ailleurs, on en parlera dans une des
quasiment toute dernière question sur l'utilisation des émotions dans les dystopies et dans les utopies, c'est-à-dire le contrôle des émotions, l'altération des émotions, qui est un sujet assez récurrent qu'on trouve dans la littérature et comme dans le cinéma d'ailleurs. Et on reviendra dessus à ce sujet. Après, donc, oui. Dis-moi, non, oui, non, je réagis sur ça parce que donc ça, effectivement, c'était pour se camoufler. Donc depuis, je sais pas si tu sais, mais maintenant, il y a des cagoules où en fait, on imprime un visage dessus et de loin, on a l'impression de voir. Alors, on peut prendre le visage de n'importe qui et du coup, enfin, oui, on peut avoir une cagoule qui sourit tout le temps, aller faire un braquage en souriant, ça, et du coup, ça trompe C'est toujours effectivement les algorithmes. Et juste aussi pour réagir sur la surveillance, donc par exemple, la captation, enfin reconnaître les émotions dans la rue, donc ça, maintenant il y a l'IA Act, c'est interdit au niveau européen. Enfin, normalement, c'est interdit, quoi. Ça veut pas dire qu'ils vont pas le faire, mais parce que c'est vraiment quelque chose de dangereux, quoi. Donc ça veut dire que voilà, si j'avais une caméra, je vous regarde et je dis qui est en colère, qui est triste, qui est ceci, cela. Et donc, comme quoi, c'est vraiment un sujet vraiment très, très important. Pour l'instant, c'est interdit, mais bon, on verra la suite. Comme vous disiez, et Jean-Paul aussi, j'ai l'impression qu'il y a toujours une fonction criminalisante de l'émotion. Alors évidemment, dans la littérature, en tout cas dans la fiction, on le voit beaucoup, mais en fait, dans la réalité, on a systématiquement l'impression qu'on utilise les analyses des émotions pour détecter d'éventuels délits, crimes, en tout cas contrôle, quoi. Donc, Ces biais, effectivement, pour lesquels ces artistes, enfin, sur lesquels ils alertent aussi des dangers, des dérives possibles, hein, parce que de fait, c'est souvent utilisé par la police, par le renseignement, ou même quand c'est par les GAFAM. En général, c'est en association avec justement le gouvernement et le contrôle, souvent. oui, on a l'impression que ça va toujours dans un sens, rarement dans un sens, dans l'autre qui pourrait, par exemple, je sais pas, vérifier si la société va bien et peut-être c'est de réfléchir à des enjeux de bien-être. C'est toujours des enjeux de contrôle et des enjeux de sanction. Oui, enfin, dans les deux sens, ça serait dangereux, à mon avis. Oui, à mon avis, oui. D'ailleurs, certaines dystopies qui le montrent bien. On viendra dessus d'ailleurs. Il y aura quelques petites lectures à recommander. Et on va passer justement à la question suivante. Alors, c'est une question que vous avez, toutes et tous, vous connaissez assez bien. C'est la question du fait que vous le savez très bien, on prête des émotions pas qu'à l'humain, mais qu'on arrive à faire des transferts émotionnels sur des objets, des animaux, des avatars, quels qu'ils soient. Alors, est-ce que ce sont des émotions projetées ou des émotions ressenties? C'est toute la question qu'on se pose, quel que soit d'ailleurs le type le type de matière sur lequel on travaille. Deux exemples pour vous exposer le propos. Donc voilà, la fameuse fourchette qui se pose la question de son existence dans le quatrième opus donc de Toy Story, réalisé par les studios Pixar en 2019. Et 3 ans auparavant, bien sûr, une des nombreuses itérations narratives où on trouve des animaux comme personnages principaux à qui on prête de nombreuses émotions. Le Zootopie, donc réalisé par les studios Disney. Alors évidemment, tout ça, c'est de la fiction, mais dans le contexte bien sûr artistique, on utilise aussi ces principes de transfert, et je vais laisser la parole à Madame Kissileva pour ça. Oui, alors moi je continue à rappeler que ce n'est pas seulement les humains qui ont les émotions. Et d'ailleurs, vous avez vu sur l'image précédente, les objets ou un animal qui était censé d'avoir les émotions, en fait, on leur crée un air un peu humain. On leur dessine le visage, on leur dessine les yeux, on leur dessine la bouche qui sourit. Et en fait, les émotions, c'est pas forcément ça, hein, il faut pas l'oublier. Par exemple, ici, vous avez quelques canaux par lesquels les arbres peuvent exprimer leurs sentiments et leurs émotions, leurs pensées, leurs stratégies, etc. Je ne sais pas si on peut parler des émotions chez les arbres, mais en tout cas, c'est comme ça qu'ils ressentent. Donc, nous avons déjà parlé de changement de forme de tronc comme quelque chose dont on ne se rend pas compte, mais qui est effectif, parce que le tronc de l'arbre, il est grand, il fait peut-être 1 mètre, 50 centimètres, et il s'aplatit d'une côté ou d'une autre d'un millimètre ou deux.
Et ça, c'est une expression d'une émotion. Il y a le changement de température, il y a les émissions de gaz. Quand on entre dans la forêt, par exemple, il y a, on sent un odeur euh, de la forêt. Qu'est-ce que c'est? C'est émission des gaz qui est fait par les arbres exprès, soit pour attirer d'autres espèces, par exemple les pollinisateurs, soit pour les repousser. Donc ça, c'est une expression des émotions, des objets auxquels on oublie euh, de attribuer cette propriété d'avoir des émotions. D'ailleurs, si je me souviens bien, on parle de timidité aussi des arbres lorsque vous voyez une canopée vue d'au-dessus ou d'un arbre à un autre, finalement, il y a un petit espace, hein, comme s'ils n'osaient pas finalement se toucher ou s'entrelacer. Et voilà, forcément, timidité, c'est une émotion purement humaine. Et c'est toujours intéressant, ne serait-ce que dans la fiction aussi, d'utiliser ce caractère-là pour aller vers tout simplement des histoires, raconter des histoires avec ce nouveau champ lexical d'émotions, comme par exemple avec les arbres. Nicolas? Juste réagir parce que ça me faisait penser, il me semble qu'il y a 2-3 ans, ils avaient fait une expérience avec, je crois que c'était des plantes vertes, je ne sais plus l'espèce, mais ils les avaient mis en situation de stress hydrique. Donc en fait, elles n'avaient pas assez d'eau. Et en gros, ils avaient raconté qu'ils avaient enregistré le cri des plantes. En fait, ils avaient transcrit les signaux physiologiques de la plante suite au stress. Et voilà, cette communication pour dire je suis en stress hydrique. Donc, on peut imaginer de dire enfin, je me sens pas bien. Donc, vraiment, c'est les signaux. Mais je me rappelle plus la plante, une expérience, mais ça va vraiment dans ce sens-là. Ouais. Il y a le stress hydrique. Il y a aussi, j'ai vécu une expérience étonnante. J'ai visité une production des salades cachères. Vous savez que la viande, bon, on connaît la viande cachère et halal, ça veut dire que l'animal ne souffre pas quand il est mis à mort. Ça, c'est une espèce de humanisme qui consiste à ne pas transmettre aussi à celui qui mange la viande euh, les éléments négatifs qui arrivent dans le corps quand l'animal sent la mort. Et donc, j'ai visité une production des salades en hydroponie. Donc, ils sont pas dans la terre, ils sont les racines dans l'eau. Et pour que les salades soient cachères, euh, euh, ils ont décrété que euh, donc il faut aussi qu'elles ne sentent pas quand les salades qui sont cuites, apparemment, ils poussent aussi des cris qui sont enregistrables, qui sont sensibles et qui sont perceptibles par les voisins. Et donc, ils reçoivent les émotions négatives quand les voisins sont cuits pour être mangés. Et alors, dans cette plantation, ils ont fait tout un système pour couper la circulation des liquides donc, auxquels ils sont nourris. Au moment où ils enlèvent les quelques salades qu'ils veulent cuire, les autres ne savent pas et ils sont toujours de bonne humeur, les salades. Et effectivement, ils sont excessivement bonnes. Moi, je les ai goûtées. Hein, je ne suis pas adepte du kasher, mais les salades étaient vraiment à tomber. Mais du coup, on a systématiquement besoin de faire justement un transfert émotionnel, surtout. Enfin, j'ai l'impression que depuis le début de l'histoire de l'humanité, ne serait-ce que par exemple quand on a un animal de compagnie, cet animal-là, c'est aussi un animal à qui on va prêter des émotions, alors qui a des émotions, hein, c'est réel, Les émotions, on mais les prête d'où pas. viendrait cette volonté systématique d'attribuer à du non-vivant comme à du vivant, comme à du vivant très éloigné de comment dire, les mammifères qu'on est, des émotions, qui sont très proches des nôtres, quoi. Est-ce qu'il y a un besoin, comment dire, vital ou est-ce que c'est une projection liée à la culture? Ça vient du fait que nous sommes une espèce parmi les autres. Nous faisons partie de la nature, sauf que dans cette fierté excessive anthropocentrique, on a décidé qu'il n'y a que nous qui avons des émotions, des pensées,
de la création, et cetera, et tous les autres, ils sont limite pas les êtres vivants. On reconnaît que les chats et les chiens, nos animaux domestiques, sont vivants. Pour les animaux sauvages, c'est plus difficile. Alors les arbres, on oublie constamment que ce sont les êtres vivants. Et en fait, chez les peuples dont l'appartenance à la nature n'est pas si oubliée que chez nous en Europe, je pense par exemple aux Maoris en Nouvelle-Zélande, qui ont su garder leur tradition d'appartenance de la nature. Il y a une notion de karaki. Karaki, c'est la négociation avec l'environnement. Par exemple, en Maori, quand il a besoin de couper un arbre pour faire quelque chose, pour faire un bateau notamment, donc il faut venir dans la forêt, choisir un grand arbre. Normalement, ce qu'on fait, ce qu'on vient, on choisit un arbre qui est suffisamment grand et solide pour faire un bateau. Mais en Maori, c'est pas comme ça qu'il procède. Il demande d'abord, il vient, il le regarde, il voit, voilà, cet arbre-là pourrait convenir, celui-ci peut-être aussi, celui-ci aussi. Et ensuite, il se met en communication avec les différents éléments de la forêt euh, pour avoir une sorte de permission. Est-ce que je coupe cet arbre-là? Ça va? Est-ce que ça va pas détruire tout l'environnement, toute la forêt? Non, il vaut mieux peut-être que je coupe celui-là. Non, non, finalement, ces deux-là, ça va pas du tout, je vais voir ailleurs. Et seulement quand il a le sentiment que l'harmonie ne va pas être détruite, il se permet effectivement de prélever quelque chose pour faire son bateau, et souvent en apportant quelque chose en remplacement. Ça, c'est quand on fait encore partie de la nature et on n'oublie pas que tous les autres ont aussi des émotions. Ouais, donc anthropocentrisme d'un côté, anthropomorphisme de l'autre. Nicolas? Donc pour les animaux, les choses ont quand même bien évolué depuis les années 60. Donc on reconnaît aujourd'hui la conscience, notamment l'empathie chez les animaux. Ça, il n'y a plus trop de sujets. Et après, ça évolue tout le temps. Donc aujourd'hui, on en est même à se poser la question pour les insectes. Et ça, après, enfin, est-ce qu'ils ont une conscience ou enfin, pas une conscience comme la nôtre, mais en tout cas de l'équivalent? Est-ce qu'ils ressentent la douleur? Est-ce qu'ils ont des circuits? Par exemple, dans les années 50-60, on dit, oh, les bébés, c'est bon, ils ressentent pas la La douleur, douleur, pas ouais. d'émotion, on peut y aller, opération à cœur ouvert. Bon, on en est bien revenu, mais ça a pris un petit peu de temps. Et pour répondre à la question sur au niveau du cerveau, il y a quand même pas mal de choses qui sont câblées, et ça, c'est des notions de survie. Donc le bébé, quand il naît, son seul moyen de communication est d'exprimer le fait que il n'est pas content, il va se mettre à crier très fort, et en général, les parents vont être assez rapidement au courant de voilà, il faut le nourrir, il faut le changer, ou je ne sais quoi. Et c'est cette communication à base de. Donc là, c'est les émotions qui sont très fortes, très immédiates, sans barrière, et au fur et à mesure, on va apprendre à maîtriser un peu ces émotions. Mais ça fait partie du. Enfin, oui, c'est câblé, parce que s'il n'y a pas ça, il y a pas de survie, quoi. Ouais. Bah là, on parlait des êtres vivants, mais les machines, elles arrivent à détecter justement ce caractère Justement, anthropomorphique. elles hallucinent un peu, leurs systèmes de détection sont encore un peu limités. Donc vous voyez ici, par exemple, un détail d'une peinture de Jérôme Bosch qui a été soumise aux applications de détection, et on voit ces opérations, hein, de classement, de catégorie, de cette volonté aussi de nommer, hein. On pourrait réfléchir au rôle et au poids du langage dans tout ça, qui va attribuer des catégories à des formes. Alors, c'est vrai qu'on parlait de pareidolie tout à l'heure, on y est là. C'est-à-dire, est-ce que la machine peut être elle-même dans cette situation de voir des pareidolies? C'est le cas, certains artistes en ont joué, comme Trevor Paglen par exemple, qui avait introduit Place Clouds, et dans laquelle il soumettait des nuages à la vision artificielle, et la machine voyait des formes anthropomorphes
dans certains nuages, et ce qui était assez troublant, c'est que cette perception de la machine, pouvait, dans certains cas, être partagée avec notre propre perception visuelle, mais dans d'autres cas, au contraire, notre perception visuelle ne voyait pas du tout ces formes anthropomorphes et donc ça nous amènerait à questionner aussi, ce qui fait que la machine peut ou non percevoir, une forme humaine, par exemple, dans un nuage, alors même qu'il est indétectable à l'œil nu. Mais là, on rentre dans le mystère aussi, hein, de la Se de la construit perception ses de ses propres des émotions de immeubles. la machine, sans doute, ouais. L'appareil Dolly, pour le rappeler, c'est notre capacité à interpréter dans finalement des choses qui n'y s'y prêtent pas forcément. Les nuages, par exemple, le reflet dans une vitre, à y voir des visages ou des éléments qu'on attribue à souvent un caractère humain, hein. Il y a pas mal d'exemples de pareils Dolly liés, encore une fois, à la religion, la représentation du visage du Christ, par exemple, dans le reflet d'un immeuble à Rio de Janeiro qui avait suscité une vague d'émotions à l'échelle du pays, donc beaucoup de processions qui s'étaient passées. Donc l'appareil Dolly, voilà, c'est mécanisme, encore une fois, de vouloir faire un transfert émotionnel, interprété à travers les particularités du visage qui sont un des premiers vecteurs de transmission des émotions. Et quand on parle de visage, et quand on parle de fiction, on a repéré qu'il y avait un objet qui revenait assez régulièrement. Donc d'abord la lampe robotisée dont vous allez nous parler, Nicolas, qu'on retrouve dès 1986 dans la fiction à travers le 1er film, en images de synthèse. C'est ce qu'on disait à l'époque, hein, du image de synthèse des enfants. Réalisé par John Lasseter, qui a été très longtemps donc le responsable artistique de chez Pixar, donc studio qui a été fondé aussi donc par Ed Catmull et Steve Jobs. Donc là, le tout premier court-métrage qui représente une lampe, et vous le savez, la lampe donc Luxo est aussi la mascotte des studios Pixar. Et puis, plus récemment, une publicité réalisée par Spike Jonze. Alors Spike Jonze, vous le connaissez notamment pour le film Her, donc qui a été justement réalisé par lui. D'ailleurs, on aurait très bien pu parler du film Her, puisque là, c'est carrément un humain qui tombe amoureux d'une intelligence artificielle, et donc fatalement, on est sur la, 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 la réflexion sur simulacre ou la simulation, pour paraphraser, voilà, des émotions. Est-ce qu'une machine est capable de ressentir des émotions? Et là, c'est une publicité pour Ikea où tout simplement, on va ressentir des émotions à travers une lampe, et on va la regarder parce qu'elle est chouette, et elle est assez parlante. Et après, je laisse la parole à Nicolas. On regarde de la pub sur YouTube. Many of you feel bad for this lamp. That is because you're crazy. It has no feelings, and the new one is much better. Donc vous voyez un partenariat avec Ikea, hein. Mais la lampe, c'est vraiment l'objet à qui on prête des émotions. Oui, j'aime beaucoup à la fois la pub et Luxo Junior. Donc quand j'avais vu donc il y a longtemps Luxo Junior, donc c'est juste une lampe qui est très bien animée avec, donc vous regarderez, hein, l'animation, et on la sent vivante, elle est contente, et cetera. Après j'ai vu donc la pub, Ikea, là il y a même plus de mouvement, c'est juste la façon de filmer qui fait. La mise en scène, ouais. Voilà, c'est vraiment la mise en scène. Et en fait, le cas m'était arrivé, j'en parlais juste avant. On avait un robot qu'on avait utilisé pour un projet européen. Il devait juste attraper une orange. Et quelqu'un était venu filmer le robot. Et simplement, la façon dont il a filmé, j'avais l'impression que mon robot était presque vivant et ressentait les émotions. Alors, c'est moi qui l'avais programmé entièrement. Donc, je me suis dit, mais c'est pas possible. Et dans ce qu'on a fait quelques années plus tard, c'est ce qui a complètement à gauche, on s'est posé la question.
de, finalement, c'est quoi le nombre de degrés de liberté minimal qu'il faut pour, montrer des émotions. Donc comme vous savez, nous, on a, un nombre incalculable de muscles, enfin incalculable si on le connaît, mais j'ai oublié le chiffre. Donc on peut animer le visage, on a l'ensemble des muscles et le corps. Là, pour la lampe, on avait juste trois moteurs. Donc en gros, elle peut bouger, comme une lampe de bureau. Et on a mis les gens devant pour essayer de voir s'ils arrivaient à interpréter des émotions venant de la lampe. Alors on leur a expliqué que c'était une lampe qui avait été programmée, tout ce qu'on veut. Alors il y a certaines émotions, par exemple, qui étaient la surprise parce que la lampe faisait un mouvement, vers l'arrière comme ça. Bon, en plus, ça faisait pas mal de bruit, donc ça, il interprétait. Quand la lampe se baissait comme ça avec la tête un peu, parce que du coup elle a une tête, ils interprétaient ça comme de la tristesse. Donc en fait, avec pas grand-chose, on arrive à induire, en tout cas, à vouloir montrer quelques émotions. Alors après là où on n'a pas fait attention, c'est que même si c'est une lampe, elle est quand même, un peu anthropomorphe. En gros, on a une tête, on a un corps, donc encore une fois, on peut projeter. Donc il y a d'autres, notamment c'était des artistes où là ils ont fait des choses qui n'avaient plus du tout de forme mais où il y avait quand même encore peut-être juste, 2 yeux vaguement mais là encore ça peut marcher. Encore une fois, c'est notre capacité à projeter dans a priori n'importe quel objet, on va projeter des émotions malgré nous, quoi. Donc là, c'est une expérience qu'on fait un peu, tous les ans. Alors on change les scénarios là, on fait pas simplement les émotions, mais c'est assez rigolo. Et juste pour finir là-dessus, donc alors, normalement, la lampe était censée être interactive. Donc alors, soit elle était interactive, les gens devaient faire une tâche et la lampe était là pour les aider, soit elle faisait un programme complètement indépendant qui n'était pas là pour aider. Et à la fin, on demandait aux gens, est-ce que vous pensez que la lampe vous a aidé? Et dans les deux cas, ils nous disaient oui. Et là, on s'est dit, mais c'est non. Dans un cas, la lampe faisait n'importe quoi, qui n'avait rien à voir avec ce que vous faisiez. Mais en fait, ils disaient, si, elle m'a aidé, quoi. Donc, en plus de vouloir projeter les émotions, ils veulent croire que la lampe les a aidés, alors que non, c'est absolument pas le cas, quoi. Donc, c'est vraiment, encore une fois, cette capacité à projeter, à vouloir trouver du sens, à vouloir trouver des choses. Oui, j'ai l'impression que c'est systématique. Moi, ça me rappelle aussi un film qui s'appelle Seul au monde où, Tom Hanks donc, se retrouve sur une île déserte et pour éviter de devenir fou, il va, utiliser un ballon de volley-ball, je crois, sur lequel il va dessiner, un smiley, hein. Enfin, c'est vraiment, c'est aussi primaire que ça et grâce à ça, le ballon va devenir un personnage à part et qui va l'aider à résister à cette solitude, totale et là, encore une fois, on est sur une projection, une anthropomorphisation d'un ballon de volley-ball. Alors, donc si on peut faire ça avec un ballon de volley-ball, oui, on peut faire ça très bien avec une lampe IKEA, quoi, il y a pas de problème et bah, ça permet de faire la transition sur la 3e partie, la 3e question. On a parlé, bah, voilà, de la projection sur des avatars comme, des objets ou des animaux, mais finalement les paysages, en tout cas dans l'histoire de l'art, sont aussi, hem, une manière de transmettre les émotions. Donc une forme organique, alors pas que organique, parce que le paysage, c'est pas qu'une forme organique, on est sur quelque chose de plus complexe. Pour illustrer en ouverture et après je vais laisser la parole aux invités, 2 tableaux qui marquent un petit peu le début, du romantisme allemand, donc Caspar David Friedrich à votre droite, avec le voyageur, contemplant donc une mer de nuages. Donc on est au début, 1re moitié du 19e siècle. Alors évidemment, il y a un personnage, mais il est de dos, donc on est toujours dans ce questionnement et c'est pas un des tableaux les plus célèbres aujourd'hui, de ce qu'il ressent et finalement s'il est de dos, c'est aussi pour peut-être nous mettre dans cette situation de savoir ce qu'on ressent vis-à-vis d'un paysage lorsqu'on le voit et puis, de l'autre côté, Arnold Böcklin, donc l'île des morts. Alors c'est un des nombreux tableaux, parce qu'il a peint plusieurs, fois le motif, donc on est arrive à la fin du 19e siècle et et justement, si on clique sur l'île des morts, Sandra, eh bien on va, arriver à une œuvre beaucoup plus, contemporaine et Jean-Paul, je vous propose d'en parler juste après. Oui.
Donc une réinterprétation contemporaine de l'île des morts. Oui, ben, évidemment, j'ai pas résisté quand tu nous as proposé l'image, du tableau, de faire un écho à cette œuvre de Benjamin Nuel, qui est un artiste qui est passé par le Frénois aussi à Tourcoing et qui a questionné notamment beaucoup, l'idée de l'immersion, hein, parce que c'est qui est déjà très présente d'ailleurs dans la toile de Loupine, mais qui est, un prétexte aussi au travail avec la VR, chez, Benjamin Nuel, hein, et qui est un artiste qui a beaucoup expérimenté autour du machinima, c'est cette, contraction de machine à animation cinéma qui consiste à détourner le moteur de jeux vidéo pour réaliser des fictions, immersives. Heu, voilà, c'était plutôt un clin d'œil ici, à cette œuvre, plus contemporaine qui m'a géré le tableau que tu nous as proposé. Et justement après cette 1re ouverture, eh bien, je propose à Olga de nous parler justement de la notion de paysage, en rapport avec les émotions. Alors le paysage que vous voyez, sur la photo, c'est le désert, d'Arava. Heu, donc c'est à côté que j'avais rencontré les salades cachères. Et le désert d'Arava, c'est la Palestine, heu et c'est le désert où se passe, une grande partie des, événements bibliques. Et si vous vous souvenez, donc dans la Bible, la plupart des événements, ça se passe dans le jardin et c'est ici. Donc ce territoire-là, depuis les événements bibliques, il est devenu désert. Et ce que vous voyez sur la photo, c'est, le début de la restauration de ce paysage, le début de retour, vers le jardin. Donc là, nous ne parlons pas de la représentation de paysage, mais de paysage lui-même, ce qu'il est et ce qu'il inspire. Ah et bien sûr, à tout le monde, quand on parle de jardin, c'est un paysage qui nous apporte, tout de suite, une émotion positive, le plaisir, la pensée, la progression, la création. Quand on parle de désert, c'est un paysage qui est un paysage de l'amour, qui est un paysage de destruction, qui est un paysage de la guerre. Ce qui se passe en fait effectivement dans les régions, heu, qui a donné, le début à des civilisations, qui a donné le début, aux 3 grands livres qui ont donné, aussi, les religions, voire les philosophies et qui aujourd'hui, un territoire en proie de la guerre, heu et le paysage, il est devenu, désertique parce que c'est la guerre, mais c'est aussi la guerre parce que, le paysage le la terre est devenue désertique et elle, ne nourrit plus l'homme, elle n'inspire plus à l'homme. Donc voilà, c'est une petite parenthèse pour qu'on fasse attention au paysage, non pas seulement dans la représentation, mais dans son existence Donc le paysage qui est le décor des émotions finalement, à l'échelle de l'histoire et à l'échelle des cultures. et des civilisations. Oui et des civilisations, surtout à cet endroit-là. Justement, toujours dans cette idée de nature, on va passer, encore une fois de la nature, réelle à la nature «numérique» entre guillemets, sur, cette notion de paysagère. Oui, alors là encore, hein, pour faire le pont avec les machines de vision et cette idée de captation et d'identification aussi des paysages, là, pour le coup, c'est le film en préparation d'un autre artiste qui s'appelle Nicolas Gouraud, qui a, beaucoup travaillé, sur la vision artificielle, qui, a été aussi, membre du collectif Forensic Architecture, Eyal Weizmann. Je ne sais pas si vous connaissez ce collectif, qui est un collectif d'architectes et d'artistes qui vont, mobiliser ce qu'ils appellent un complexe image pour, remettre, à l'endroit, je dirais, ou enfin, ou corriger, certains crimes de guerre, enfin donner
enquêter finalement sur des crimes contre l'humanité qui ont pu avoir lieu et utiliser le complexe image pour ce souci d'enquête. Par exemple, ils vont utiliser sur l'explosion du port de Beyrouth, prenons un exemple, ou sur la mort d'Adama Traoré, les images qui ont été faites par les caméras de vidéosurveillance, mais aussi celles prises par téléphone portable, les enregistrements sonores, la timeline son qui s'est passée, et cetera. Et ils vont à partir de ça essayer de déjouer les discours officiels, disons, ou médiatiques, voire balistiques parfois, pour, voilà. Donc lui, ici, il le fait aussi. Alors il le fait de 2 façons, c'est-à-dire qu'il s'intéresse effectivement à cette délégation de plus en plus fréquente, de la lecture du paysage à des machines, hem, à la vision artificielle, et il le fait aussi en pointant le fait que la plupart du temps, on est dans un contexte de digital labor et d'exploitation, puisque en réalité, hein, c'est comme le Mechanical Turk, derrière, il y a souvent un humain, caché qui fait le sale boulot. Et ici, en l'occurrence, ce sont effectivement, des individus qui, ben, comme, on le fait tous, au quotidien, vont identifier sur des images, en vue de l'entraînement de voitures autonomes, par exemple, eh ben, quid de, telle borne, à incendie, tel feu de signalisation, tel passage piéton, tel et cetera, pour entraîner finalement les machines à, bah, avoir cette sensibilité. Alors je ne sais pas si on peut parler d'émotion ici, mais qui va permettre ensuite à des machines autonomes de, circuler et de pouvoir, discriminer entre le danger, la peur, le enfin voilà, avoir un comportement le comportement le plus adéquat pour pouvoir, agir et évoluer dans son environnement. Donc c'est une autre, lecture du paysage qui me semblait intéressant aussi à questionner, du point de vue des machines et de l'émotion. Bah, surtout, on s'en aperçoit là avec vos 2 interventions, c'est que le paysage, il est hautement politique. Et s'il est politique, c'est que justement, il est aussi le siège des émotions humaines. Il est un petit peu le décorum de tout ça, que ce soit d'ailleurs numérique. Et puis, dans le jeu vidéo, le paysage, il est caractéristique de l'expression des émotions. On utilise les ressorts paysagers pour nous mener, pour nous-mêmes nous guider, hein. C'est pas à vous que je vais le dire ça, mais en game design, le paysage, il est, celui qui va permettre de guider les personnages, dans des objectifs bien précis. On va changer les couleurs, on va mettre un arbre plus grand qu'un autre, on va, faire en sorte qu'un bâtiment soit, éclairé particulièrement pour faire en sorte de nous orienter dans ce territoire-là. Et pareil à l'échelle, vous parliez justement des travailleurs de l'ombre, travailleurs du clic, dans les silences artificielles, dont on se représente pas du tout les endroits où ils vivent, et que quand on voit ces paysages-là, souvent des paysages, bah, des pays du sud, au sens économique du terme, traduisent aussi des conflits, souvent des conflits, de territoire, qui se manifestent malheureusement parfois par la guerre, hein, tout simplement. Et la guerre, c'est probablement un des paysages, bah, les plus, comment dire? Émotionnellement chargés, on pourrait citer, nombre de peintres qui ont travaillé sur les paysages de guerre, Hem, longtemps, quoi. pour rebondir, sur ce que tu dis, le travail de forensic architecture est justement, consiste à considérer l'architecture, les bâtiments, comme des plaques photosensibles qui vont enregistrer, des événements, qui se sont produits et dont on n'a pas pu garder la trace, par exemple. Ben, finalement, dans l'étude du paysage lui-même, on va pouvoir reconstituer, ces événements-là par les traces ou les cicatrices ou les qu'ils ont pu laisser, à l'endroit, bah, par exemple, d'un bâtiment, mais aussi d'une rue, enfin voilà. Une archéologie, du Archéologie, paysage. du paysage, ouais. Et des médias en même temps, hein, puisque ça passe effectivement par ce complexe image qui fait qu'aujourd'hui, on a la possibilité d'associer le son, toutes les images produites par des amateurs aussi bien que par des journalistes ou par des gouvernements, redonner à voir, ben, une situation qui est complexe, quoi. Je voudrais attirer votre attention aussi au fait que pour que l'architecture devienne témoin des événements du passé, des époques, il n'y a pas besoin des cicatrices. Les styles des bâtiments, il en parle en soi quand vous prenez un bâtiment de style impérial qui chante la gloire à l'état fort, ou quand vous prenez le bâtiment des années 70 qui diminue
les personnes qui habitent dedans et c'est une toute autre perception d'un être humain et il y a tout de suite une lecture de l'époque et de son idéologie, qui se lit dans le paysage. Alors oui, on pourrait penser à des mouvements architecturaux comme le brutalisme, ce à quoi vous faisiez, peut-être, référence, qui sont caractéristiques d'un voilà, un État peut-être fort face à un peuple, comment dire? Qui, va se mettre, s'invisibiliser vis-à-vis et puis vous parliez des, voilà, des architectures, de l'Antiquité. C'est pas, enfin, c'est à raison que, par exemple, les palais de justice ont des colonnades. On va aller chercher, des caractéristiques, qui évoquent, la loi, l'ordre et même aussi la démocratie, hein, parce que enfin l'entrée des, de certaines institutions, publiques en France sont des colonnades, voilà, qu'on peut aller, extraire de l'Antiquité grecque, ou romaine et c'est pas anodin parce que c'est fait pour susciter chez nous le respect, la comment dire? La compréhension que ces institutions-là, doivent être, chez nous vecteurs d'un comportement en particulier, quoi. Et c'est marrant ouais, allez-y, je vous en prie. Bon, juste un clin d'œil, c'est assez drôle comme, ici on a cette planification de l'espace architectural et cetera, historique et puis aussi on y greffe, ben, une vision artificielle qui, va redistribuer les lieux de la centralité, par exemple. Certains artistes ont réfléchi à ça. Par exemple, quelqu'un comme, le berlinois Aram Bartol, réintroduit dans l'espace physique, par exemple sous forme de sculpture, les gouttes de géolocalisation de Google, Street View ou Google Maps, par exemple, ou va essayer de matérialiser finalement, dans l'espace réel, ben, les enjeux aussi politiques qui se jouent, sur, ces cartes, virtuelles que dresse, Google, hein, qui sont loin d'être anodines aussi dans leur façon de hiérarchiser les lieux, les espaces et cetera. Et c'est marrant parce que vous parliez toujours de traces, hein, garder la trace d'eux et ça nous permet justement de passer à la 4e, question qui est, bah, justement l'altération et l'oubli. Donc qu'est-ce qui fait la trace d'une émotion? Et notamment là, on passe du paysage au visage, on revient à l'organique pour exposer, justement cette question-là. Donc comment les émotions altérées par des maladies notamment. Alors des objets, on y reviendra puisqu'on parlera du contrôle des émotions sur la partie dystopie, mais vont influencer la création, mais aussi influencer notre perception des choses. Et là, un exemple donc de William Hunter Mullen, qui était un artiste qui a documenté au fur et à mesure l'impact qu'a eu la maladie d'Alzheimer sur la représentation de son autoportrait. Donc là, on a en 67, avant l'apparition des premiers symptômes, et en 2000 qui est le dernier portrait qu'il a eu, l'énergie de peindre, et on voit, bah, forcément la disparition progressive des éléments constitutifs du visage, mais qui ne sont pas, sans susciter chez nous, bah, caractéristiques émotionnelles. Nicolas? Ouais, alors malheureusement sur les pathologies du cerveau, il y en a énormément, on a énormément de traces, d'artistes. Je vais juste avant de revenir sur cette notion de traces d'émotions, donc il y a un exemple célèbre, bah, c'est la madeleine de Proust, donc qui est vraiment l'objet et c'est quand il va manger une madeleine bien des années plus tard, il y a tout un tas de souvenirs qui vont revenir et en fait les souvenirs vont venir aussi charger des émotions de l'époque. Donc on est capable de revivre ces émotions simplement à l'évocation d'une bride d'information. Dans ce cas-là, c'est la madeleine et on peut se rappeler à la fois le goût, mais la situation émotionnelle et c'est vraiment quelque chose de très fort. Alors au niveau des pathologies, donc là, c'est Alzheimer. Il y en a en fait, il y en a plein d'autres. Il y en a par contre qui sont liés spécifiquement aux émotions. Donc c'est, ne plus par exemple, ne ressentir les émotions positives. Donc c'est souvent associé à la dépression ou certaines formes de schizophrénie et on va avoir des choses très mélancoliques dans les productions d'art. Il y a ce qu'on appelle par exemple les émis négligents. Donc là, on n'a plus de notion de droite et de gauche. On a la notion que, par exemple, que de la droite. Et et on n'a plus. Alors, c'est pas qu'on ne voit pas, c'est qu'on a plus la notion de l'autre côté, quoi. Donc, c'est très étonnant. Et un des exemples remarquables, ça s'appelle le colorblind painter. Donc, c'est un cas qui avait été rapporté par Oliver Sacks, qui est un neurologue, et c'était un peintre, un artiste, qui, à l'âge de 65 ans, a eu une petite commotion et il a perdu la vision des couleurs.
Donc c'était quelque chose d'assez dramatique pour lui et parce que, bah, du jour au lendemain, il avait plus de notion de couleur, donc il pouvait plus peindre et en fait, pendant quelques années, bah, il voyait le monde en noir et blanc et il a réinventé son œuvre pour aller vers des nuances de gris, de noir et de blanc et lui-même raconte que, du coup, il a accédé à un nouvel univers qu'il ne connaissait pas parce que comme il était plus surchargé par les couleurs, il pouvait se concentrer sur d'autres dimensions et là où l'histoire est vraiment étonnante, c'est que, quelques années après, on a pu lui proposer une chirurgie pour lui redonner les couleurs et c'est lui-même qui a dit: «En fait, non, je ne veux pas. Je veux rester dans ce nouveau monde que j'ai découvert» parce que ça le satisfaisait, parce qu'il avait, découvert en enlevant les couleurs, cette nouvelle dimension. Alors là, dans le cas d'Alzheimer, je pense que si la personne avait le choix, elle Oui. préférait, évidemment ne pas perdre les mémoires. Mais oui, je pense que c'est assez caractéristique et pour les émotions, je pense que, je connais un peu moins sur les pathologies et notamment les artistes. Mais en tout cas, au niveau artistique, il y a malheureusement tout un tas de pathologies où on voit les traces, alors soit des lésions, soit de la maladie dans les œuvres. Alors soit un exemple, c'est, Monet, mais il y en a eu plein d'autres où c'est, la perte de la vue ou de ce genre de choses qui transforment, l'œuvre et effectivement, si on voit l'œuvre à la fin et sans connaître l'histoire, on peut être perturbé et si on voit la gradation enfin l'évolution des œuvres et là, on va comprendre et on va comprendre enfin, on va lire le cerveau pratiquement au travers des œuvres. Donc pas cette altération qui a tendance à modifier, la perception ou en tout cas la transmission des émotions. Jean-Paul? Ça me fait, penser à cette idée de la mémoire, émotionnelle, au fait que, bah, évidemment, quand on est un humain, on a une mémoire sélective et on peut aussi à bon droit revendiquer un droit à l'oubli comme l'a fait Milad Douai par exemple à l'endroit du numérique puisque, au contraire, les systèmes numériques c'est save ou erased, donc et avec une idée de l'enregistrement, exhaustif qui peut générer aussi, une situation invivable pour l'humain et je me dis que ça résonne pas mal aussi avec le numérique post-mortem ou disons l'immortalité virtuelle qui est de plus en plus, questionnée par certains artistes et qui consiste à eh bien, enregistrer, de leur vivant ou, même, toutes les traces aussi qui sont laissées par un défunt, pour ensuite reconstituer sa présence, et sa mémoire, de façon virtuelle et pouvoir, comme le fait un chatbot par exemple et là, le cinéma est assez, pléthorique là-dessus aussi, continuer à pouvoir entretenir une relation avec cet individu disparu, avec tout ce que ça peut avoir de générer de troubles émotionnels précisément bah, voilà, parce qu'on n'a jamais affaire qu'à un être artificiel, quand bien même il aurait été alimenté, nourri par, toutes les données possibles qu'on aurait pu collecter sur sa personne, ce qui repose la question encore une fois du droit à l'oubli ou de la mémoire. Ça me fait penser sur oui, le droit à l'oubli, alors par exemple, sur les émotions, c'est quelque chose d'extrêmement important aussi. C'est par exemple quand vous perdez un être cher, les quelques jours après, les quelques semaines, mois vont être terribles et heureusement le temps va faire son œuvre pour atténuer ces émotions, sinon ça serait, invivable. Alors certaines personnes vont mettre beaucoup plus de temps et ça va devenir effectivement invivable et sur la mort numérique, donc j'ai vu c'était un sketch il y a pas si longtemps, mais qui est un peu, enfin qui fait réfléchir, alors moi j'utilise pas, mais par exemple les applications de rencontres, ils se posent la question: «Est-ce que je viens de swiper un mort?» Alors qu'est-ce que ça veut dire? Bah, quand vous voyez, quand donc ça on sent ça comme ça, vous faites défiler les visages, mais en fait, si vous mourrez, il y a personne qui va venir pour dire à l'application: «Ah, est-ce que tu peux m'enlever de l'application?» et donc statistiquement, ça veut dire que dans les personnes que vous faites défiler, bah, ouais, il y a des morts, quoi, voilà, Vous posez un lapin, quoi. Tout le monde ici a reçu un message d'incitation de Facebook à quelqu'un, peut-être, de disparu parce qu'à l'époque, ben, Facebook considérait peut-être, nos présences comme immortelles. Depuis, ils ont fait du chemin, c'est-à-dire qu'il y a cette idée du mémorial, il y a la question de qui détient les droits, des données de la personne disparue et cetera.
qui s'est posée et qui est assez intéressante à observer ou à étudier. Après, c'est vrai que la relation qu'on entretient aussi avec ces êtres, je sais pas comment les appeler, virtuels, Le euh, Schrödinger, là. est une relation qui peut être, si on pense aux travaux de Vinciane Després, par exemple, elle tord le cou dans un livre qui est magnifique, qui s'appelle Au bonheur des morts, elle tord le cou à l'idée psychanalytique du deuil, parce qu'elle dit au contraire, la plupart des personnes n'ont de cesse que d'intensifier la relation qu'ils entretiennent avec leurs disparus, en prolongeant leurs gestes, leurs actes, en créant des micro-rituels comme ça qui aident aussi à faire exister, à intensifier la présence de l'être aimé et disparu dans la vie quotidienne. Et donc peut-être que ces technologies-là, de ce point de vue, vont dans ce sens. Donc on a affaire là typiquement à une évolution, une innovation technologique qui a ses aspects inquiétants, mais aussi des aspects peut-être étonnants, quoi. Enfin, voilà, enfin, c'est. Bah, d'ailleurs, c'est une bonne transition parce que souvent les émotions, on les figure, on vient de un bon exemple, figuration des émotions par le visage, mais l'émotion par essence, c'est quand même quelque chose d'assez abstrait. Évidemment, on a appris à les représenter parce que l'humanité avait ce besoin-là et ce depuis les débuts de l'histoire de l'art. Là, on a un exemple que moi je trouve assez intéressant de mise en regard, donc d'un très beau tableau de John Mitchell, donc réalisé en 83, donc qui s'appelle La Grande Vallée. Donc on reste dans le paysage, c'est tout aussi intéressant, mais c'est une œuvre considérée comme abstraite. Et en regard, donc un photogramme donc du film Soul, réalisé par Pixar en 2020, où cet espace indéterminé, cet entre-monde, donc qui n'est pas à proprement parler un lieu défini, va se caractériser par une représentation très abstraite et qui va être aussi vecteur d'émotion. Et justement, eh bien, je vais laisser la parole à Olga pour nous expliquer dans quelle mesure justement ces affects peuvent être traduits par des représentations non figuratives. Alors, quand j'ai commencé à travailler avec les arbres, à capter leurs messages et leurs émotions, mon première idée était évidemment de traduire tout ça en langage humain. Quand on me demandait mais qu'est-ce qu'elle a dit cet arbre, j'ai essayé de résumer ça en langage humain, en sachant que je fais pas ça comme ça par moi-même, en inventant des capteurs et en inventant des analogies. J'ai commencé par m'introduire dans un laboratoire de CNRS où il y avait déjà des scientifiques qui euh, se servaient de ces techniques de communication avec les arbres pour aider à leur survie. Donc j'ai appris leur manière de faire. Je fais d'ailleurs, j'ai fait les choses avec eux. Je continue à faire travailler avec eux et avec les autres scientifiques dans le monde. Et là, ils étaient tous d'accord. On ne peut pas traduire ce que dit un arbre, ce que ressent un arbre, par les mots humains parce que ça appauvrit le, l'expression de l'arbre. Euh, Contrairement à ce qu'on peut penser, euh, notre langage, en fait, il pourrait sembler plus pauvre. Notre langage très concret, signifiant les choses en fonction des notions que nous, on connaît, peut paraître très pauvre par rapport à la finesse ou la richesse d'expression d'une plante. Et ils m'ont vraiment interdit de traduire comme ça, de façon vulgaire, ce que disent les plantes en langage humain. Donc il a fallu trouver des solutions plus fines. Et nous nous sommes mis d'accord sur justement cette représentation abstraite que j'ai évoquée au début en vous présentant le film, en sachant que en fonction du domaine dans lequel nous sommes, la représentation visuelle ou bien musicale ou une autre, nous choisissons une sorte de règle, une sorte d'analogie ou une valeur venant de la plante est reproduit dans une valeur de notre domaine, mais à l'échelle égale.
Par exemple, la chaleur est peut-être, exprimée par le rouge et donc l'intensité de la chaleur, la grandeur de la température, elle est égale à la valeur du rouge dans notre représentation visuelle. La vitesse de circulation des liquides peut être représentée par une autre couleur, par exemple. Par exemple, le vert. Plus c'est intense, plus la couleur verte est intense. Plus elle est faible, plus la couleur est faible. Mais nous ne travaillons pas avec une seule valeur, nous travaillons avec une multitude de valeurs. Ce que nous fait la présentation abstraite en forme colorée qui peuvent souvent être dynamiques, euh, qui à la fois parfaitement lisible et scientifiquement et émotionnellement. Pour dire que la représentation abstraite, parfois, est plus juste et plus forte que la représentation figurée. Un très bon moyen justement de détourner les limitations, d'un point de vue de notre langage peut-être, de représentation. Et ça s'exprime très bien dans l'histoire de l'art, hein. Si l'abstraction est arrivée peut-être au moment où la photographie a commencé à être inventée, et du coup on arrivait peut-être à un moment où la représentation figurative n'était pas suffisante, eh bien l'abstraction a pris d'une certaine manière le relais. Et aujourd'hui, on a toutes les modalités, d'autant plus que sans compter les modalités interactives, les modalités justement d'analyse des algorithmes. On y revient, Jean-Paul, encore une fois, l'abstraction n'est pas forcément que l'apanage de l'être humain. Bah non, puisque là, on a la confrontation entre un paysage, une figuration, et notamment une présence humaine, et puis des tentatives pour la machine aussi de symboliser l'organisation de cet espace et le symboliser, ben, comme on le voit ici, cadre avec des mots, avec des catégories qui sont de son fait, qui sont son propre langage et son propre vocabulaire. Et c'est intéressant de voir la confrontation de ces deux langages finalement, celui de la représentation, de la vision humaine, de la projection humaine, comme par exemple ici le cinématographe, et puis celui au contraire de la discrétisation des différents éléments présents à l'image par un système artificiel qui va vouloir catégoriser, hein, tout ce qui se passe. Alors c'est un film qui est produit par qui d'ailleurs est dans l'exposition très belle sur l'IA Musée du jeu de paume, Musée du Jeu Paris. de Paume Allez-y. actuellement, et qui est un film qui a été produit en 2019 par un collectif espagnol de Barcelone qui s'appelle Estampa, et qui ben, donne à voir au travail, on pourrait dire, l'intelligence artificielle qui cherche à organiser et discrétiser ce qu'elle voit à travers ces valeurs qui sont abstraites, hein, de fait, même si ce sont des mots, ouais, d'autant plus que ce sont des mots, même qui voilà, représentent ou cherchent à interpréter dans ces images. D'ailleurs, je reviens sur ce que vous disiez, Olga, au tout début, sur finalement le langage abstrait qui nous permet un peu de traduire la nature, c'est peut-être un petit peu les mathématiques, et que les principes algorithmiques sont quand même basés sur des, des, euh, des langages très fortement inspirés des mathématiques, ou utilisent des formules mathématiques. Et finalement, cette abstraction, elle est présente dès le début, d'une certaine manière. Est-ce qu'on n'est pas dans la continuation, dans la poursuite euh, de cette abstraction des émotions, des représentations de notre espace de vie à travers un langage complètement abstrait. Oui, qui est là, rendu plus puissant par la force des statistiques et du nombre D'autant plus. et des data, quoi, des big data qu'on peut accumuler éventuellement et pour rendre ces systèmes signifiants. Mais il y a cette obsession du signe, hein, qui est aussi une autre manière d'interpréter le monde, à la fois les mathématiques, mais aussi les symboles, donc, mais aussi les indices, enfin, tout ce qui peut relever aussi de traces, comme on en a parlé déjà, mais que la machine va chercher à rendre visible d'une certaine façon aussi à travers cette organisation du paysage ou de l'espace visuel. Nicolas? Oui, juste revenir sur le le côté abstraction. Donc, pour revenir sur la mémoire, donc chez l'humain, donc il y a un problème philosophique qui est assez connu, qui s'appelle le problème des qualia. Et la question, c'est est-ce que le rouge que je perçois est le même rouge que vous percevez?
Et en fait, on fait la distinction entre ce qu'on appelle la sensation. Donc la sensation, c'est vraiment le signal physique brut de la lumière, qui arrive sur la rétine, et la perception, c'est comment est-ce qu'il va être interprété par le cerveau. Et notamment si on revient sur les œuvres d'avant, donc là où il y avait beaucoup de jaune, il n'est pas dit que le jaune va être perçu de la même façon, et donc derrière, il va y avoir tout un côté, alors si culturellement c'est bien accepté ou connu on va dire d'une certaine, population, peut-être que ça va marcher, peut-être que pour d'autres ça va absolument pas parler, et peut-être qu'encore pour d'autres parce que c'est lié à une expérience, et ça c'est un peu le quelque chose qui est assez fondamental dans la vision et dans la perception des émotions, et c'est peut-être là où on va trancher avec la machine. Alors soit elle va faire une moyenne, de tout le monde, et donc ça va faire, pas grand-chose. Mais nous, on a cette, expérience subjective de la perception qui fait que ça va être vecteur d'émotions, et pas de la même façon pour tout le monde. Tranché, c'est pas mal comme, Bien qu'on pourrait, certains ont dit, et notamment les sémiologues, que, d'une certaine façon, on perçoit tel qu'on connaît ou tel qu'on sait ou qu'on a appris à voir, et que d'une certaine façon, il y a déjà du symbolique dans le alors bon, attends, mais c'est une question aussi qui là recoupe ce genre de traitement, parce qu'on a à la fois du langage, textuel, enfin, alphabétique quoi, cette organisation, du langage par la langue, et puis, la vision quoi, qui sont confrontés, bah, c'est pas mal comme transition parce que là, on parle de traitement donc et s'il y a bien un territoire où on va, traiter les données pour aller vers, finalement le contrôle ou la libération des émotions, c'est bien la fiction. Là, 3 exemples, parmi, ce que vous pourriez voir ou lire. Donc, ben, bien sûr, le 1984 de George Orwell, hein, qui exprime bien le fait que les émotions vont être, traquées littéralement, hein, au sens, propre du terme. Dans le meilleur des mondes, on va utiliser une drogue pour contrôler les émotions ou libérer les émotions d'ailleurs. Et dans Black Mirror, quelques épisodes de Black Mirror vont aussi traiter cette notion du rapport émotionnel et du rapport au contrôle émotionnel, des choses. Donc voilà, ce sont 3 œuvres parmi, à mon avis, un répertoire assez pléthorique. Et justement, que peut-on dire des utopies, des dystopies dans le territoire, artistique, Olga, si vous souhaitez, intervenir? Alors là, après avoir expliqué, comment est-ce qu'on essaie de traduire le langage des plantes, vous voyez ici, un exemple, d'une œuvre visuelle, pas comme dansée qu'on on venait de voir, mais, une œuvre simplement visuelle où le public se retrouve face à la retransmission en temps réel heu, de la communication d'un grand arbre, heu où ces émotions sont vraiment envoûtantes, méditatives. D'ailleurs, comme vous avez vu aussi dans le dernier geste de Mademoiselle Kai dans la vidéo, qui nous prend tous et qui nous amène dans la forêt, qui nous amène à s'imprégner de toutes ces émotions et de grandir avec. Donc, oui, moi je vois ça dans le sens positif d'une empathie, par rapport, à aux personnes qui nous entourent, par rapport, aux membres de notre espèce, mais aussi empathie, envers les autres espèces, ce qui nous permet de nous remettre un peu plus en harmonie avec le monde. ce qui permet aussi de replacer, l'étymologie du terme émotion, non? Immovere, qui veut dire mettre en mouvement ou mise en mouvement, qui peut résonner aussi, avec, une dimension utopiste, positive, hein, d'émouvoir, de mouvoir et cetera, de nous mouvoir, mais aussi parfois dystopique, puisque, il va s'agir aussi de capter les mouvements, de les limiter, de les entraver, de les contrôler, et ça apparaît dans d'autres œuvres, comme par exemple celle-ci, de Trevor Paglen, que j'avais rapidement évoquée, l'année dernière, mais qui, s'intitule Sight Machine, machine de vision, hein. C'est vraiment le domaine de réflexion de cet artiste, et qui va soumettre à l'intelligence artificielle et à la reconnaissance faciale
un quatuor à cordes, Kronos Quartet, qui est un quatuor de jazz américain un peu orthodoxe qui interprète des musiques, expérimentales, souvent, de Terry Riley, heu, oui, alors il y a une petite vidéo qui sont d'ailleurs, souvent des compositeurs qui ont questionné la puissance des machines en leur temps. Alors vous allez voir le quatuor à cordes, pendant qu'il interprète, donc Steve Reich, Terry Riley et cetera, derrière lui figure un écran comme pour nous ici, sur lequel sont projetés, la lecture par la machine de ce que, l'intelligence artificielle semble capter dans l'interprétation comme de possibles émotions. Qu'est-ce que l'émotion esthétique? En l'occurrence ici, hein, c'est la question qui est posée puisqu'on va voir, les musiciens jouer et la machine tenter d'interpréter ce qu'ils ressentent au moment où ils jouent. Bon, comme vous l'avez vu, ils s'amusent aussi avec les bugs de la machine, hein. C'est quelque chose qui intéresse beaucoup les artistes aussi, le dysfonctionnement, le bug, la façon dont ces systèmes, aussi intelligents soient-ils, ont aussi leurs imperfections et ces imperfections peuvent être il peut y avoir une esthétique du bug d'ailleurs, hein, voilà, intéressante depuis, très longtemps, hein, pour tous les médias, heu, qu'on utilise. Mais bon, voilà, ici, c'est soumettre, d'une certaine façon, l'émotion esthétique, à, ces outils de rationalisation ou de mathématiques, finalement, de ce que peut être, le mouvement ou la capture du mouvement, quoi. Alors je trouve ça un peu consternant, c'est de dire il est 80 content et 18 dégoûté. On se dit: «Mais qu'est-ce que ça veut dire, quoi?» Quel est l'intérêt de se donner une gradation, comme ça? Quand on mange des aliments peut-être? Jean-Paul? Souvent quand vous y pensez, on a assez souvent des espèces de curseurs qui évoluent en fonction c'est des catégories qui sont imposées par la machine. Oui, c'est ça, ouais. Donc on est soit heureux, soit malheureux, soit, apathique ou empathique, soit, humain ou non humain, et donc, ou l'émotion, ça peut être effectivement la peur, le dé c'est comme pour le genre. Bon, pour le genre, c'est peut-être plus heureux, de noyer comme ça le poisson, mais c'est en même temps, ici, c'est sur les émotions. Donc de fait, heu, la machine tente d'interpréter ce qui est ambivalent puisque comme vous le savez et c'est d'autres examens qu'ont fait les psychologues ou d'autres chercheurs, un même visage, c'est très difficile d'ailleurs quand on se regarde les uns les autres de savoir exactement quelle est l'émotion, à part quand c'est stéréotypé. Il y a des formes d'expression qui vont là, paraître, clairement identifiables, on va le catégoriser du côté de la peur ou du côté de la joie ou je ne sais quoi, mais il y en a d'autres qui sont beaucoup plus ambivalentes et de la même façon qu'un rire peut être aussi extrêmement, joyeux ou tout aussi angoissant ou, enfin, il y a toutes ces gradations. Alors là, peut-être que ça peut avoir un sens, mais sauf qu'ici, cette ambivalence-là, elle est retraduite de façon statistique et mécanique, et ça appauvrit évidemment, comme le disait Olga, l'émotion, les émotions qu'on peut ressentir. Je pense que qu'il y a pas de sens, c'est que les paramètres ont été mal définis. Ah. Soit pas les bons paramètres, soit pas pas suffisamment détaillés, tout simplement. Ça, c'est quand on est techno-utopiste qu'on dit des choses comme ça, Exactement. Bah, on va passer à Nicolas, ouais. Alors juste en passant, donc effectivement, enfin, pour revenir sur le contrôle, donc au niveau de l'Europe, c'est, donc il y a l'IA Act où c'est interdit et la reconnaissance d'émotion pour l'instant où effectivement ça marche, pas. Donc il y a énormément de boîtes qui disent: «Si, si, ça marche», et en fait non. Alors, que c'est les boîtes qui vont vendre ça, alors soit pour les entreprises, pour dire: «Est-ce que je vais mettre ça pour reconnaître si mes employés sont heureux?» et cetera, et comme tu viens de le dire, non, en fait, pour une même image, selon le contexte, la situation, ce que les IA effectivement ne comprennent pas, aujourd'hui, on ne pourra pas dire si, la personne est, heureuse, malheureuse, mais voilà, il y a quand même des gens qui essayent parce que derrière, il y a, tout un business, éventuellement aussi du contrôle de population. Donc ce qui va avec,
aujourd'hui, ce qu'on appelle la vidéosurveillance algorithmique qui a été mise en place pendant les JO et qui a été prolongée. Bon, ça s'est arrêté temporairement, mais en gros, c'est surveiller la population de façon algorithmique, éventuellement reconnaître les émotions. Et derrière, c'est l'idée de dire, bah, si on voit quelqu'un qui a l'air stressé dans une foule, peut-être qu'on va s'intéresser plus à lui parce que potentiellement c'est, je sais pas, un terroriste, un assassin, ce que vous voulez, quoi. Donc derrière, il y a vraiment des velléités de contrôle en essayant de reconnaître les émotions. Il y a toujours ce côté discriminant, en fait. Ouais. Alors heureusement, hein, si on veut rester utopiste, mais peut-être pas techno-utopiste, mais aussi retourner la chose, on l'a vu, hein, il y a des manières de se grimer, de se maquiller, de se rendre, invisible par l'obfuscation ou aussi, par exemple, par le mouvement. Si on pense à Imouvere, encore une fois, par exemple, un collectif comme Technopolis va faire en sorte que, on trace des parcours dans la ville qui permettent, par exemple, dans une ville comme Marseille, depuis la gare Saint-Charles jusqu'au Vieux-Port, d'évoluer, alors ça demande certaines contorsions, mais en évitant toute captation par les caméras de vidéosurveillance qui sont pourtant extrêmement nombreuses dans la ville. Bon, il faudrait filmer ça et voir que ressentent comme émotion les individus, ben, quand on s'adonne à ce genre de parcours, pour, tenter de préserver, mais c'est de plus en plus difficile. C'est-à-dire ça demande de plus en plus de un petit peu comme, de chercher à rester invisible à peu près, en tout cas pas tracé sur la toile, quoi, quand on a quand on pratique nos ordinateurs. Ce qui peut générer d'ailleurs cette surveillance permanente d'une émotion assez négative. Enfin, comment faire en sorte de s'armer pour échapper au contrôle? Ça, c'est une autre question qui est intéressante et que parfois l'art, enfin, en articulation avec les associations citoyennes, permet d'éclairer différemment. Alors, là, c'est là qu'on voit que, bah, les émotions sont particulièrement un enjeu de société aujourd'hui et même un enjeu de marchandisation, clairement. Et bah, on arrive à la conclusion, donc on vous propose sur cette question ouverte, si vous avez des questions, pour nos invités, n'hésitez pas. Est-ce qu'aujourd'hui on peut encore ressentir donc un choc esthétique à l'ère des images de synthèse? Alors évidemment, c'est une question, un peu rhétorique parce que oui, on peut encore ressentir un sens esthétique à l'ère des images actuelles, c'est plus à prouver, on a vu des exemples. Pour illustrer, on a mis le tableau de Gustave Courbet, le Désespéré, parce qu'il terminé sur une petite note de désespoir finalement vis-à-vis des dystopies. Mais est-ce que ce syndrome de Stendhal, on peut le ressentir encore aujourd'hui? Est-ce que finalement les outils que vous utilisez peuvent être de nouveaux vecteurs, d'émotions? Et dans quelle mesure? Eh bien, je vous propose sur cette conclusion, bah, de préparer vos questions et si vous en avez à poser, on va faire, passer le micro dans la salle. Alors qui question? Oui, question. Bon, voilà. Merci. Bon, ça se relationne à la mélodie dans le film qu'on a vu tout début. J'ai trouvé aussi intéressant que la mélodie est en quatre temps. Et quatre temps, c'est les temps qu'on aime beaucoup parce que c'est les plus symétriques, mais il n'est pas fractal et il n'existe pas dans la nature. Et c'est une chose qu'on voit beaucoup dans la 3D, dans notre cours de 3D. Et chaque fois que si on veut faire quelque chose organique, tu le fais pas symétrique. Tu essaies de cette idée de le mettre plus fractal, plus organique, une chose qui ne sera pas carrée. Non, alors je trouve, par exemple, on a des musiques comme la musique juive, que c'est plutôt fractal, et vous pouvez utiliser. Et je suis curieux pourquoi on a les temps de quatre temps sur une musique qui doit de représenter la nature. Bah, c'est sur le choix du son, de la musique. Spécialement sur le tempo, que c'est très symétrique. C'est 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ouais. Sur le fait que le manière d'échapper, que n'aura sur Machinite, c'est de jouer la finetti. Alors je n'ai pas compris. Est-ce que vous avez senti que la musique était machinique ou au contraire qu'elle ne l'était pas? Bon, c'est plutôt bon, c'est parce que j'aime trop la musique et j'aime trop l'idée de les différents tempos. Alors, le tempo de 4 temps, c'est le tempo qu'on utilise partout dans la musique parce qu'il est symétrique.
Et il nous donne cet aspect de que c'est joli, non, parce qu'il est symétrique. Mais par contre, dans l'art, normalement, si on veut se représenter quelque chose que c'est plutôt organique, on essaye d'éviter la symétrie. Ici, dans les cours de 3D, on l'appelle casser la 3D. Non, parce que les machines, ils aiment la symétrie. Et le tempo en 4 temps, c'est très symétrique. Mais même si on a quelque chose que c'est plutôt doucement, que c'est plutôt naturel, il est quand même le tempo le plus symétrique qu'on a dans tous les tempos possibles dans la mathématique. Alors, là, les choix, en fait, on n'a pas fait de choix esthétique pour faire la musique. Autant il y a eu des hésitations pour les formes de la danse, parce que c'est le corps humain euh, qui ne peut pas obéir à un logiciel, mais la musique a été directement générée à partir des données des arbres. Nous avons juste fait les choix des fréquences pour chacune des canaux que nous avons utilisés. Et ensuite, la musique, elle a été générée telle qu'elle. En fait, je ne la défends pas d'un point de vue artistique, mais plus comme un outil, comme une interface entre les chiffres qui étaient les données brutes venant de l'arbre, mais qui ne parlait pas à la danseuse, tandis que la musique, avec son rythme et ses sons, ça parlait à la danseuse et elle a su, grâce à cette interface, traduire l'émotion des arbres dans l'émotion humaine que exprime la danse. Et ce que je n'ai pas précisé, mais je vais le préciser maintenant, donc la vidéo, elle dure 3 minutes, donc c'est 3 minutes de danse, et c'est 3 mois de communication de l'arbre. Parce que en fait, c'est très, très, très condensé, parce que les arbres ne sont pas très communicants, ne sont pas très bavards. Et les émotions, ils les savourent. Bonjour. Tout à l'heure, vous aviez parlé de la question de la reconnaissance faciale dans la rue. Vous aviez dit que à l'échelle de l'Europe, ça avait été interdit et que certains artistes avaient développé des techniques pour tromper la reconnaissance faciale et pas que ça reconnaisse nos visages. Mais si ça venait effectivement à passer, par exemple, dans toute l'Europe, voire dans le monde, et que ça devenait un peu comme en Chine, quels seraient les moyens de militer contre un contrôle totalitaire des émotions, et si ça arrivait, quelles pourraient en être les conséquences? J'avais la réponse à cette question. Non, c'est difficile parce que, bon là, l'œuvre de Paolo Cirio, elle est née, au moment où, la société française, réfléchissait autour de la loi de sécurité globale, dont l'article 24, supposait d'interdire la prise de vue des policiers, ou des agents fonctionnaires de l'État, pendant l'exercice de leurs fonctions dans l'État public, alors que dans l'espace public, alors que c'était le même moment où cette proposition de loi de sécurité globale, supposait l'usage des drones, de la reconnaissance faciale, de l'IA dans l'espace public, la surveillance, et cetera. Enfin, tout un tas de dispositifs qui ont très largement été installés et qui, si vous vous souvenez, à ce moment-là, il y a eu un soulèvement de la population parce qu'il y avait non seulement, une atteinte aux libertés, mais aussi à la liberté d'informer ou d'enquêter. Les journalistes, d'ailleurs, se sont joints aux Gilets jaunes à l'époque, ou d'autres manifestants à la société civile pour lutter contre l'implantation de ces techniques. Et ça a été retardé, mais comme ça a été dit tout à l'heure, les Jeux olympiques, arrivant par derrière, ont fait en sorte que beaucoup d'articles de cette proposition de loi sont en vigueur aujourd'hui et sont déjà installés. Alors souvent à titre expérimental, mais on ne sait jamais quand commence l'expérience et quand elle s'achève. Donc c'est une commodité aussi de dire, que finalement, ça a été interdit parce que en réalité, c'est très fragile. C'est des dispositifs qui sont déjà là, qui sont présents.
La difficulté, c'est ce que ça peut avoir comme valeur juridique ensuite. Comment on utilise ces images, comment on les fait valoir lors de procès oui, lorsqu'on va poursuivre un citoyen ou un individu dans l'espace public. Cette question, elle est à ce niveau-là plus peut-être sujette à caution encore. Enfin, il y a encore des débats. Mais sur l'implantation des technologies, j'ai l'impression que c'est quand même relativement assez généralisé. Alors après, on n'est pas dans un système totalitaire. Heu, Certains diraient que les politiques mises en œuvre de sécurité, post-attentat et cetera, ils tendent vers ça. Surtout avec moi, ce qui m'avait frappé dans cette affaire et que mettait au cœur du débat quelqu'un comme Paolo Cirio, c'est la symétrie du visible ou des regards. Heu, Quelque part, on imposait aux citoyens la transparence absolue, alors qu'on, voulait défendre pour les fonctionnaires de l'État, pour les agents publics, une opacité, qui est apparue comme assez insupportable à l'ensemble des détracteurs de ces lois-là. Aujourd'hui, on a cette situation qui fait qu'on est tous munis de caméras, qui fait qu'on s'auto une espèce de guerre des images, quoi. Qui On a les caméras piétons, mais on a aussi les smartphones, et cetera. Les policiers sont eux-mêmes équipés, donc on est dans cette, autosurveillance. Bon, donc la surveillance est là, les reconnaissances faciales en partie aussi. Maintenant, ça produit tellement de données que j'allais dire, peut-être que là où ça peut bugger, c'est le fait qu'on n'est pas assez nombreux pour pouvoir les analyser ou les traiter, alors peut-être qu'il y a les algorithmes. Alors voilà, il y a peut-être le danger des algorithmes derrière qui va faire le boulot à notre place, mais aujourd'hui là, j'ai l'impression qu'on est encore dans cette espèce de moment où, les tech l'efficacité de ces technologies répressives ou de contrôle ou de surveillance sont, N amoindri. Enfin, l'efficacité est amoindrie par le fait que, bah, derrière, c'est très leur usage est limité par le fait ça nécessite un digital labor, enfin ou un traitement pas seulement machinique mais humain qui, fait défaut. Moi je dirais ça, mais Alors juste pour, tempérer, il y a l'expérience qui a été faite, c'était en Chine par un journaliste français il y a 3 ans, je crois. Il était en Chine, avec donc il était suivi par la police accompagné et il a été dans un village au hasard, il a dit: «Retrouvez-moi». Ils ont pris, je crois 4 minutes. 4 minutes à partir de la reconnaissance faciale pour le suivre entièrement. Donc c'est et le donc le enfin, on sent les émotions, mais le problème, c'est qu'une fois que vous avez mis ces outils en place, donc là, vous avez un pouvoir en place, bah, les outils, eux, ils restent et le pouvoir qui arrive derrière, bah, il a les outils à la disposition. Donc ce qui va se passer en France aux prochaines élections, bah, il y aura peut-être les outils. Alors après, quoi faire? Il y a les associations comme la Quadrature du Net qui est très au fait de tout ça, qui fait les batailles législatives, qui va jusqu'à l'Europe. Et ça arrive en permanence. La dernière loi, c'est le narcotrafic, où ils demandent enfin, ça a été rejeté, mais ils demandaient d'enlever la crypto dans les messageries, quoi. Donc, ce qu'on appelle le end-to-end cryptologie. Donc, c'est-à-dire, c'est pas WhatsApp, hein. WhatsApp, c'est pas crypté comme il faut. C'est pas Telegram non plus, mais c'est Signal explicitement, quoi, qui était visé. et c'est des structures comme, Quadrature du Net, Technopolis et cetera qui en émanent d'ailleurs. Quelqu'un comme Félix Tréguer, dirait que c'est important, mais c'est quand même ça reste à une échelle, alors là, on voit des actes qui sont des actes singuliers, isolés, d'artistes et cetera, bon, qui se multiplient, mais qui ont pas une efficacité, à grande échelle. Ces associations-là sont elles-mêmes assez fragiles aussi, alors c'est vrai qu'il y avait la CNIL, mais la CNIL, Commission nationale informatique et liberté, aujourd'hui, a perdu de son pouvoir et en plus s'est fait un peu inféoder aussi. Enfin, c'est de toute façon, une association, gouvernementale, mais qui a voilà. Mais effectivement, les autres associations, font un vrai travail quoi mais oui, Hem, je voulais vous remercier pour cette question, parce que, effectivement, moi j'ai pratiqué les sociétés de surveillance, totale en Chine, et en Russie également. Heu
Et alors je n'ai pas pratiqué de façon à essayer de hacker cette surveillance. Tout simplement, j'ai été là pour autre chose et j'ai vu qu'est-ce que ça marche bien. Je ne veux pas perdre le temps à donner des exemples, mais je crois pertinemment que, malgré toutes les associations et les efforts peut-être de la communauté européenne pour ne pas, autoriser en Europe, on va pas y échapper et ça va arriver, également dans les autres pays, tout simplement parce que ça simplifie, heu, beaucoup de choses dans la gestion quotidienne, des structures qui gouvernent, les pays, les structures, les transports, les organisations et cetera. Et je ne dis pas que c'est bien, mais je dis que ça va arriver. Et alors, je voulais retourner la question. Est-ce que, il y a peut-être, d'autres personnes dans la salle qui l'ont pratiqué, qui l'ont vécu et qui connaissent les moyens de le détourner? Est-ce qu'il y a des Chinois, des Russes, des Ukrainiens dans la salle qui peuvent partager leur expérience de hacking de ce système? Non, pas ici, mais je pense il faut s'adresser à ces sociétés-là parce que les expériences, il y en a. Pour la vidéosurveillance, il y a eu un exemple, c'était pendant Hong Kong, hein, c'est ce qu'on appelait les défilés avec des parapluies, donc c'était assez impressionnant. Il y avait juste des parapluies, tout le monde. Voilà, c'est très low-tech, mais ça marche plutôt bien, quoi. Ouais. Une autre question? Oui, bonsoir. Je voulais vous remercier pour la proposition qu'on nous avait présentée qui est très poétique, donc le film que vous avez réalisé. Donc si j'ai bien compris, il pourrait s'agir d'une espèce de manifeste pour la défense et la sauvegarde de ces forêts endémiques à La Réunion et j'étais, curieuse de savoir comment avaient réagi, les politiques en fait sur l'île. Est-ce qu'ils avaient été sensibles à votre démarche? Est-ce que c'était quelque chose qui leur a paru un peu curieux, étrange? Et voilà, quelle était la réaction finalement des institutions supposées, préserver, enfin Probablement, oui. À La Réunion, les politiques, comme la population sont très, très sensibles, à la situation écologique. Heu, pour vous, donner un exemple, à l'origine, j'ai été expressément invitée à La Réunion, hein. Ce n'est pas moi qui a décidé d'aller me promener à La Réunion. J'ai été, convoquée en fait là-bas, heu, dans le cadre de ce projet d'étude des communications et des stratégies des arbres pour, étudier la question de disparition du grand nat, l'arbre donc qui a donné, ses émotions à l'œuvre, qui est en train d'être poussé dehors de l'île par une autre espèce étrangère qui est arrivée à l'île et qui se développe très, très vite en prenant la place du grand nat. Il s'agit du tulépier de Gabon. Et donc les 2 arbres sont très beaux. Le tulépier de Gabon d'ailleurs, esthétiquement est plus beau que le grand nat, mais la population et les dirigeants sont très sensibilisés à cette, idée de biodiversité et sa préservation, à tel point qu'ils ont invité donc toute une équipe de CNRS et moi y compris pour, étudier les stratégies du Tchélépier de Gabon qui est en train de pousser, le grand nat en dehors de la territoire de La Réunion et c'est dans le processus de ce travail que, la vidéo est née spontanément. Voilà et bien sûr, elle a été, très soutenue et la première fois, elle a été présentée dans une grande exposition à La Réunion. merci. Bon, merci. Aussi, maintenant, c'était évoqué cette idée de qu'on a trop d'informations et peut-être ça, c'est ça le problème.
Et alors mon question, c'est comment est-ce qu'on triche entre la quantité d'informations qu'on trouve et c'est quoi les vraies data, c'est quoi les vraies émotions qu'on parlait et c'est quoi une chose que c'est juste de les noise, non, les bruits. À tous les trois, si c'est possible. Un peu comme vous casser la 3D. J'ai bien aimé l'expression. Mais oui, il y a une façon de tout à l'heure, il a été question du low tech. Mine de rien, ce sont des tactiques qui sont intéressantes. Tactique, moi, c'est un concept que j'adore qu'on emprunte à Michel de Certeau, dans «L'invention du quotidien», qui dit comment ruser, avec, la puissance de la stratégie, qui est souvent du côté du pouvoir, en, fabriquant des micro-tactiques et les micro-tactiques, bah, ça peut être réouvrir la boîte noire, reprogrammer, altérer les systèmes de contrôle, je sais pas, comme, effectivement le parapluie, le laser, le grimage et cetera. On voit bien que c'est du bricolage, en fait, mais ça a une vraie force, une vraie vertu, au moins, bon, même si il faudrait voir après à grande échelle, mais à Hong Kong, c'était quand même assez impressionnant. Après, sur les systèmes informatiques, bah, on peut aussi, pratiquer le bug, alors c'est marrant parce que tout à l'heure, tu projetais la conclusion, et tout de suite m'est venue en tête l'idée de Jody, ce collectif, historique du net art, apparu en milieu des années 90, qui lui, avait comme, champ d'expérimentation le choc esthétique que pouvait engendrer l'expérience d'un bug machinique, qui par exemple vous invitait, lorsque vous surfiez sur internet, à être au contact avec une machine qui dysfonctionne, mais sans que vous l'ayez voulu ou que même vous en ayez été informé, sans se déclarer comme artiste, sans dire faire œuvre, mais simplement faire en sorte que tout d'un coup, le clavier soit rendu inopérant, l'écran déstructuré, un son assourdissant qui fait qu'on a l'impression véritablement d'une machine qui a été rendue dysfonctionnelle. Et pour eux, c'était une forme de réveil, quoi, de prise de conscience aussi de ce que cet outil a de fragilité. Et donc un autre regard sur non pas l'efficacité ou la fonctionnalité, la puissance de toutes ces données, de toutes ces machines, mais au contraire sur leur, vulnérabilité aussi et puis qui génère d'autres émotions, d'autres attachements aussi à ces environnements machiniques. Bon, je trouve ça intéressant comme, approche. Une dernière question éventuellement? Bah, pour conclure et pour vous remercier, on peut aussi, parler, ce que vous disiez par rapport à la question, c'est, revenir bah, en plus, c'est un terme organique, revenir à la racine des choses peut-être, être radical, hein, parce que c'est aussi l'étymologie du terme. Et le radicalisme artistique, c'est pas forcément l'expression d'une forme de violence, même si forcément il y a peut-être une porosité, on en a parlé, mais peut-être, voilà, on voit, une forme de projection vers une hyper-technologisation des choses et tu en parlais. Quand dans le monde du jeu vidéo ou voire même dans le monde de la photographie, on utilise des techniques anciennes, le cyanotype, ou en jeu vidéo revenir à cette, au pixel art parmi les plus rudimentaires, c'est à la fois, bah, une valeur artistique bien sûr, mais il y a peut-être aussi une démarche de réflexion sur, ce que disent les images de nous et ce que nous disons avec les images. Et peut-être que, même si vous avez des outils extrêmement développés, c'est une certitude, et qu'on en profite bien et qu'en plus avec, bah, les algorithmes génératifs, ça ne fait qu'ouvrir une nouvelle fenêtre sur un monde bah, qu'on va devoir explorer, qu'on le veuille ou non. Peut-être que réfléchir aux outils, les plus rudimentaires, ceux qui ont été, peut-être l'impulsion de départ. Quand au prépa, on leur fait faire, on vous fait travailler avec le crayon et le pinceau, c'est pas par nostalgie, en fait. C'est peut-être aussi parce que, avec des outils très techniques, on se met à distance de l'objet et qu'en se mettant trop à distance, on a peut-être, de temps en temps, une certaine perte, de contact avec, bah, la racine des choses qui, sont peut-être, bah, les émotions, tout simplement. Heu, Bah, sur ce, merci à toutes et à tous. Merci à nos invités, bien sûr. Donc, Olga Kissileva, Jean-Paul Formentreau et Nicolas Rougier. Merci à Sandra, bah, d'avoir initié cette, 2e saison, du mois de l'impact, puisque c'est, bah, c'est l'ouverture, c'est la table ronde d'ouverture.
Dans chaque campus, il va y avoir une table ronde, à chaque fois avec une thématique liée aux émotions. Et encore une fois, on vous fera passer la version numérique du cahier des ICC, le numéro 1 sur l'IA et bien sûr, probablement que le deuxième va se préparer sur les émotions, la création, en tout cas c'est que le début. Oui, exactement. Le prochain numéro sera sur les tables rondes, sur le sujet des émotions et de la fiction. Donc, je m'associe à Édouard pour les remerciements. Merci beaucoup. C'était un grand plaisir. Et puis, simplement pour vous dire, les prochaines tables rondes, les prochaines thématiques, ce sera sur donner vie aux émotions, donc plutôt sur la question de la musique et de la réalisation cinématographique à Lyon. Et puis ensuite à Montpellier, ce sera les émotions en mouvement. Donc là, la thématique, évidemment, ce sera la traduction par la chorégraphie, par le cinéma d'animation et les interactions des émotions. Et donc, ce sera à Montpellier le 15 mai. Par la suite, à Nantes, sur la question de l'engagement, à Rennes, sur la question de l'immersion et à Bordeaux, sur la question des émotions du public et de l'analyse de ces émotions du public. Voilà, merci beaucoup.